Bonsoir à tous, bienvenue au Club International. Donald Trump peut-il renverser le régime des mollahs? Quel est l'impact de l'élimination de l'ayatollah Khamenei? Le régime iranien peut-il tenir face à l'armada de Trump et Netanyahou? Les Iraniens pourront-ils renverser le régime des mollahs? Je vous retrouve tout de suite pour en débattre avec nos invités. Fariba Ashtroudi, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes écrivaine et auteur notamment de Ali Khamenei ou Les larmes de Dieu. Thierry Coville, bonsoir. Vous êtes chercheur à l'IRIS et spécialiste de l'Iran. Vous êtes l'auteur de L'Iran, une puissance en mouvement, publié en 2022. Jean-Pierre Perrin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste, spécialiste de l'Iran, auteur de plusieurs ouvrages sur le sujet. Et votre dernier livre, La Chambre d'Orwell, a été publié en 2025. Alors, Fariba Ashtroudi, on va commencer avec vous. Tout le monde a vu les images de la liesse à l'annonce de la mort de l'ayatollah Khamenei. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la portée de cet événement pour les Iraniens? Écoutez, oui, j'ai vu également les scènes de liesse. J'ai eu des Iraniens au téléphone depuis, dont les membres de notre association, l'association Mohsen Ashtroudi. C'est la réalité d'une bonne partie de la population iranienne, parce que après le massacre, déjà 47 ans de théocratie et un régime insupportable, innommable, mais surtout après les massacres de janvier, la fracture a été, le divorce a été consommé entre le peuple iranien et le régime. Déjà avant, ils n'en pouvaient plus, mais là, c'est vraiment le cas. En revanche, ils crient mort au dictateur, ils veulent la fin de ce régime maintenant. Ils veulent la fin de la théocratie, ils veulent la fin de ce régime. Néanmoins, la guerre, depuis... j'ai eu les gens il y a une semaine, où vous savez, juste avant les bombardements, et je les ai eus après les bombardements. Hier, j'ai pu avoir quelqu'un, et comme moi j'ai vécu la guerre de 12 jours en Iran, sous les bombes, j'ai l'impression d'un res repetita très très dangereux. Là, vous voyez, aujourd'hui, les choses commencent à changer. Aujourd'hui, la panique, la peur, on m'a parlé d'un climat de terreur dans la ville des deux côtés, c'est-à-dire déjà les forces coercitives du régime. Autre peur, c'est que les gendarmeries ont été attaquées également, et les gens ont peur de leur sécurité, parce que néanmoins, les gendarmes, les flics, ils étaient là pour sécuriser un peu. Et quand on sait la pauvreté de ce pays, quand on sait à quel point il y a la rage, quand on sait à quel point il y a la violence qui a implosé et explosé depuis la guerre ce qui n'était pas le cas avant. Les Iraniens sont vraiment pas un peu plus violents. Moi, la jeunesse au service duquel on est pour l'association, c'était une jeunesse légaliste, une jeunesse qui voulait changer les choses, avec le nombre de jeunes femmes qui m'ont dit pendant la guerre de 12 jours, on aimerait traîner Khamenei devant les tribunaux. On n'aimerait pas qu'il meure comme ça. C'était une mort trop facile. Donc vous savez, la donne va changer. Et puis il y a la base du régime. Il y a quand même 20 millions de personnes qui sont fadas de M. Khamenei. Et vous pouvez me croire ou non, hier, le taxi qui m'emmenait sur un autre plateau, c'était un Nord-Africain. Il m'a dit, j'ai pleuré toute la nuit pour M. Khamenei. Et je lui ai expliqué, pardonnez-moi, vous ne savez pas ce qui se passe en Iran. Il a dit, peut-être, mais on ne tue pas un musulman comme ça. Ils veulent tuer tous les musulmans. Donc vous voyez, et alors parlons maintenant de la région, des chiites dans le monde. Sistani, l'ayatollah Sistani, grande autorité chiite, qui n'était pas forcément, il était contre le règne du jurisconsus, c'est-à-dire la guidance politique. Il a quand même dit, on est maintenant en guerre. Il a condamné ça peut aller très loin, c'est extrêmement dangereux. On va en reparler dans la deuxième partie. Tout à fait, justement, je donne la parole aux experts qui sont également ici, qui connaissent très bien l'Iran, et voilà. Merci. Thierry Coville, pour revenir sur le rôle du guide suprême, il était à la fois une figure, un chef religieux, le chef de l'État. Est-ce que le régime
peut survivre sans lui. On voit que oui pour l'instant. Est-ce que oui, même avant la guerre, quand il y a eu beaucoup de discussions à ce sujet, parce qu'il a quand même 86 ans. Donc on parlait beaucoup de... On préparait déjà la succession. Non, mais c'était un sujet qui revenait. D'ailleurs, on posait la question, qui c'est que vous voyez à sa place, tout ça. Donc là, ce qu'on sait, c'est qu'il a un rôle central. C'est lui les grands problèmes de légitimité du système politique iranien. Il les a causés par son action, parce qu'il a effectivement... C'est plus un politique qu'un religieux. Il a fortement développé l'influence. Donc lui, il a le poste de Velayet Farid, donc il exprime la supériorité du religieux sur le politique, mais il a fait en sorte de développer plein d'institutions qui ont rendu caduques, malheureusement, les institutions entre guillemets démocratiques comme la présidence et le Parlement, puisque lui avait beaucoup de pouvoir et il rendait à tel point les gens. Le problème qu'on a en Iran, c'est que les gens ont été votés pour que ça change, pour réformateur, puis au bout d'un moment ils se disent à quoi ça sert de voter, puisque le pouvoir est ailleurs, ce qu'on appelle le pouvoir de l'ombre, le gouvernement de l'ombre. Deuxième élément, qu'on disait également, il n'y a pas une figure politique en Iran dans le système actuel qui est comme lui, quoi, qui est capable d'avoir l'autorité sur l'ensemble des courants. Ça n'existe pas. Donc très clairement, déjà, avant sa mort, sa succession, à mon avis, aurait engendré déjà une crise politique en Iran. On parlait de diviser les rôles de chef religieux et de chef politique, c'était une des pistes En fait, non, on ne sait pas, parce que vous savez, le régime est très opaque, donc ceux qui savent ce qui était prévu pour succéder à Khamenei, à mon avis, ils ne disent pas la vérité. Par contre, pour répondre à votre question, j'ai presque envie de dire que le fait que ça se passe comme ça pendant une guerre, très clairement, c'est pas lui qui dirige les opérations militaires. On l'a bien vu, elle continue, il ne s'est rien passé. Donc c'est sans doute Ali Larijani, dont on parle beaucoup en Iran, qui dirige toutes les opérations militaires. Bon, le chef du Conseil de sécurité nationale. Voilà, je crois qu'il est secrétaire général du Conseil de sécurité nationale, mais il a vraiment un rôle clé actuellement en Iran. Et ils ont nommé un conseil, d'après ce qui est prévu par la Constitution, de 3 personnes, qui doit désigner un futur guide. Donc effectivement, à mon avis, ça repousse à après ce qui va se passer, parce que sa nomination... Après la guerre, vous voulez dire Oui, après la guerre. Je veux dire après la guerre, mais je pense que là, actuellement, pour répondre à votre question, la priorité pour le système politique iranien, c'est de faire face à cette guerre, qui est quand même, les autorités, quelque part, luttent pour leur survie. Donc j'ai envie de dire, bon, c'est important, ça a été sûrement un choc, on vient d'en parler, mais voilà, c'est ce qui compte, à mon avis, c'est les opérations militaires, et on voit très bien qu'elles continuent. Jean-Pierre Perrin, c'est un régime absolument tentaculaire qui jouait un rôle déstabilisateur au Moyen-Orient depuis des décennies. Tout ça, c'était la volonté du guide. C'est lui qui a construit toute cette stratégie avec les proxies. Oui, enfin, ça a déjà commencé avant qu'il accède à ce magistère suprême, hein, de devenir le rahbar, c'est-à-dire le guide, non pas d'ailleurs de la République islamique, mais son vrai titre, c'est guide de la révolution islamique, c'est-à-dire il inscrit son action dans avec une envergure qui dépasse largement la République islamique. D'ailleurs, Khomeini avait dit une phrase assez marquante, il avait dit notre ambition, c'est la révolution internationale, la révolution mondiale, la révolution partout, et si dans cette entreprise, l'Iran devait disparaître, ce n'est pas très important. Donc, c'est-à-dire que la volonté d'avoir une révolution internationale l'emportait sur le sentiment national. Donc après, bon, il y a eu des réajustements, évidemment. Le nationalisme joue aussi un rôle important en Iran. Mais effectivement, il a voulu... son magistère s'étend largement au-delà des frontières iraniennes. Elle s'étend à toute la communauté chiite. D'ailleurs, les manifestations les plus importantes ont eu lieu à Karachi, au Pakistan, où il y a une minorité chiite importante. Il y en a eu sans doute ailleurs, en Irak notamment. Et donc, au Cachemire. Énorme au Cachemire. Et au Cachemire, évidemment, d'autant que... oui, au Cachemire, d'autant que Khomeini serait natif sa famille serait native du Cachemire, mais peu importe. Et donc, effectivement, il a un magistère qui dépasse largement les frontières iraniennes. C'est pour ça qu'il y a des cérémonies de deuil dans toutes les minorités chiites du monde. Alors après la guerre, vous étiez en Iran cet été pendant la guerre des 12 jours. Est-ce que vous avez l'impression que ça a eu quel impact psychologique sur le régime ? Ils n'ont pas tiré les leçons de cette guerre, ils n'ont pas compris qu'une autre guerre pouvait suivre. Qu'est-ce qui s'est passé ? Écoutez, c'est le drame terrifiant. J'ai été arrêtée à la frontière de l'Arménie. L'ambassade de France a tout fait parce que j'avais des problèmes de santé, donc ils ont tout fait vraiment pour essayer de me faire sortir. Je suis sortie un jour avant le cessez-le-feu.
J'ai été arrêtée pendant 6 heures d'interrogation. Je vous passe les détails, je l'ai écrit dans le livre qui va sortir bientôt, La guerre de 12 jours, le 21 mars. Et je leur ai dit, il y avait un jeune qui était d'une intelligence remarquable. Il était de la présidence de la République et un imbécile, vraiment un crétin à côté de lui, et qui ont joué le chat. Ils ont commencé à me dire, présentez-vous si on ne vous connaissait pas. Je vous passe les détails. La dernière question pour me piéger, parce qu'ils le savaient pertinemment, l'année dernière, en 2024, j'étais en Israël pour un travail personnel, pour un livre, un roman. Ils m'ont posé des milliers de questions et ils avaient confisqué mes appareils, mon portable, etc. Et je leur ai dit, je hurlais carrément en disant, vous croyez que le Mossad qui vous a pénétré jusqu'au trognon se trouve dans mes appareils et dans mon téléphone portable, etc. Vous ne vous rendez pas compte de ce qui se passe. Et je me souviens, je ne peux pas raconter tout le livre, et j'ai dit aux jeunes, je voyais dans ses yeux, il avait la conscience déchirée. C'est l'intellectuel qui avait la conscience déchirée. C'était un jeune homme extrêmement éduqué, qui connaissait, qui était à la présidence pour les Franco-Iraniens. Et lui, je leur ai dit d'ailleurs, je ne vous parle pas tant que j'appelle pas l'ambassade parce qu'il m'appelle de l'autre côté. Sans ça, vous m'embarquez. Je ne vous dirai pas un mot. Il m'a donné le téléphone en disant « soyez brève » et il comprenait parfaitement le français. À la fin, j'ai eu 10 minutes seule avec lui jusqu'à ce que les autres aillent faire... Quand ils m'ont demandé « vous avez été en Israël ?» J'ai dit « oui, j'ai été en Israël », mais tous mes amis, absolument tous mes amis sont contre Netanyahou, tous mes amis sont pacifistes, tous mes amis sont de ceux qui se battent pour que justement il n'y ait pas de guerre, pour que ça ne continue pas. Mais vous avez tout fait. Et vous faites encore tout. Si vous ne changez pas, je l'ai dit aux jeunes, j'ai dit, marquez-le, dites-le. Si vous ne changez pas d'attitude, il va y avoir une autre guerre. Je l'ai écrit. Et effectivement, ils n'ont rien fait. Parce que la survie. Tout ce qu'ils ont fait, c'était effectivement de se réarmer et de tous leurs missiles balistiques. Ils ont mis le paquet dessus et effectivement, pour leur survie, la population délaissée à elle-même, comme toujours, il n'y a pas, vous avez vacances de pouvoir, sauf quand il s'agissait de réprimer. Pezeshkian avait essayé de changer ça et il s'est aligné, hélas, l'ennemi extérieur, l'ennemi entre guillemets extérieur. Il avait essayé de changer ça. Il avait dit « je démissionne ». Et je me souviens, quand j'étais en Iran, j'ai dit à des gens qui ont son oreille, j'ai dit « il devrait démissionner » parce que si ça va mal, il devrait... Il avait « je démissionnerai si un jour il y a encore un éborgné dans la rue ». Là, je ne sais pas, entre 10 000 et 20 000 ou plus, moi, je dis 10 000, les chiffres acceptés par les ONG les plus 10 000 de trop, 1 de trop. Nombre d'éborgnés, nombre d'amputés, nombre de... C'est absolument... Et de voir Pezeshkian, qui était probablement le président le plus probe et le plus sincère. Il est un peu brut de décoffrage. Je l'ai rencontré une fois pendant les 3 ans où j'habitais en Iran. Il a un immense respect pour mon père parce qu'il est azéri, etc. Et il disait, vous allez voir, on va changer les choses iront mieux, etc., etc. Et de le voir assis à côté d'un criminel comme Égéi et de l'autre qui n'est pas mieux. Merci. Oui. Alors, Thierry Coville, justement, pour un régime qui est obsédé par sa survie, on a l'impression, alors qu'il y avait cette armada déployée par Trump aux portes de l'Iran, qu'ils avaient le fusil sur la tempe pour négocier, ils ont fait preuve d'une certaine intransigeance. Trump a eu l'impression qu'il était mené en bateau. Comment vous expliquez ça? Autre chose. Je pense qu'il faut un peu modérer les propos. Je pense que il se trouve que c'est le hasard. J'étais aussi en Iran juste avant la guerre. Oui. Je suis parti le mercredi soir, avant le début de la guerre justement. Et je pense qu'il y a eu une explosion de débat, parce que contrairement à l'image qu'on peut avoir de l'Iran, c'est quand même une société avec un haut niveau d'éducation, et on a une classe d'intellectuels, et même pas d'intellectuels, les gens réfléchissent beaucoup, et donc il y a une explosion de débat en Iran, si on peut résumer, parce que pourquoi on en est arrivé là? Parce que c'était un choc pour les Iraniens, c'est-à-dire effectivement se faire attaquer sur leur terrain, sur leur sol, c'est la première fois depuis la guerre Iran-Irak. Donc pour résumer, pour synthétiser, parce que c'était assez... Il y a eu trois débats, trois options. Il y a ceux qui disent qu'il faut changer de paradigme. Donc on revient à ce que en gros, il faut changer tout. Il faut avoir un système politique plus démocratique.
Et sur la politique extérieure, il faut changer complètement la politique. Il ne faut plus être vu comme une menace par les Occidentaux. Et ça voudrait dire, effectivement, sans doute abandonner l'enrichissement d'uranium sur le programme nucléaire, faire des concessions. Donc ça c'était dit. Ça a été proposé pendant les... C'était débuté dans les débats. Il y avait un journaliste qui posait la question au ministre des Affaires étrangères, est-ce qu'il ne faut pas changer de paradigme, tout ça. Deuxième option, c'était et c'est ça qu'il faut faire attention avec les pays. Alors qu'on ne parlait jamais de l'accès à l'arme nucléaire, tout d'un coup, j'ai vu arriver à des débats des gens qui disaient, même des jeunes disaient, bon, maintenant c'est bon, on se fait attaquer. Tout le monde est contre nous, en dehors du droit international quand même, parce que cette attaque déjà en juin 2025 était illégale vis-à-vis du droit international. Hein. Donc on se fait attaquer, on n'a pas d'aviation, etc. Maintenant, il n'y a plus le choix, il faut qu'on aille le plus vite possible. Regardez la Corée du Nord, personne ne les embête, il faut qu'on aille le plus vite possible vers l'arme nucléaire. Et puis il y a une troisième option, qui est un peu celle choisie, à mon avis, par les autorités. C'est pour ça que c'est pas aussi simple, l'Iran. Oui. Ils ont dit, je pense, en gros, Larijani a fait un grand discours, je vous dis, je pense que le nouvel homme fort de l'Iran, il a fait un grand discours juste après la guerre, et il a dit notamment quelque chose, on a compris que la population était de notre côté. Il y a eu un sursaut nationaliste en Iran, on l'a bien compris, et alors c'est là où c'est compliqué. Il ne faut pas l'oublier. Manifestement, pour un certain nombre de raisons, je pense qu'il est trop long, ils sont pas... Alors ils ont commencé à avoir des chants nationalistes. Je crois qu'il y a eu ils ont fait des références à l'Iran pré-islamique, ce qu'ils ne faisaient jamais avant. Donc, pour dire, appuyer sur le nationalisme iranien, ils ont autorisé des concerts. Ils ont essayé d'aller dans ce sens, de dire voilà, on a pris en compte les problèmes qu'on a. Hein. D'un autre côté, je pense que la situation en Iran est difficile quand même, parce que sur le plan économique, ça vient d'être dit, l'Iran est sous sanction quand même internationale, avec une inflation qui est à 40% maintenant, qui vient de passer à 60%. Imaginez-nous en France si on avait ça. Depuis quasiment 2012, ils n'ont eu que 2 années où ça allait bien, c'est quand les sanctions étaient levées. C'était d'ailleurs l'objet des manifestations au départ. Je pense qu'il y a 2 problèmes en Iran qui poussent les gens dans la rue. D'abord, un problème économique. Hein. Quand un pays est poussé à bout, enfin, c'est pas moi qui le dis, je retrouvais une citation de Mike Pompeo, qui en 2019 dit « On met notre politique de pression maximum pour faire sortir les gens dans la rue en Iran, pour qu'ils se retournent contre le régime et que le régime soit obligé de changer de position. » Regardez, c'est tout ce que je dis, c'est des faits. Hein. Le secrétaire au Trésor, je ne sais plus comment il s'appelle, américain, à Davos, dit « Regardez, ça a marché notre politique, ils sont sortis dans la rue. » Okay, donc en gros, il y a un mécontentement économique parce qu'il y a une partie de la population iranienne, notamment les plus pauvres, n'en peuvent plus. Absolument. Ils ont 40-60% d'inflation. Les jeunes, beaucoup de jeunes étaient dans la rue en janvier. Officiellement, le taux de chômage en Iran est de 7%, mais on sait que beaucoup de jeunes Iraniens, notamment, sont sortis du marché du travail. Donc, ils sont ou dans l'économie informelle, ou bien ils essayent de partir. Regardez les rapports en Angleterre. Beaucoup de gens qui essayent de franchir la Manche, maintenant, les nationalités principales, c'est les Iraniens et les Afghans. Donc, c'est pas un hasard. Donc, il y a un gros problème économique en Iran. Et je pense quand même que c'est pas à l'honneur des pays occidentaux, hein, en tant qu'Européens, parce que nous, on applique les sanctions américaines, vu qu'en gros, c'est pas le commerce des États-Unis avec l'Iran. C'est que Trump a dit au reste du monde, et notamment aux Européens, arrêtez de faire du commerce avec l'Iran, arrêtez de lui acheter du pétrole, vous n'aurez plus accès au marché américain. On a suivi, on n'a vraiment on ne s'est pas battu. Donc il y a un problème économique. Alors, jusqu'à quel point il y a un énorme problème politique, ça vient d'être dit, il y a un problème de légitimité. Je vous donnerai un chiffre, effectivement. Vous avez la majorité de la population iranienne est contre le système politique en place, à tel point, il y a eu un sondage qui vient du ministère de la guidance iranien même, de 2023. Je crois que c'est assez précis, alors ils ne l'ont pas diffusé, mais tout le monde en parle, 72,5% de la population iranienne est contre le lien entre le politique et le religieux, donc la base du système politique. Donc vous avez une majorité de la population qui est contre le système, qui pense que voter, ça ne sert plus vraiment à rien, donc on a le taux de participation aux élections qui baisse régulièrement, donc c'est pour ça que je dis, c'est compliqué la situation. Très compliqué. Parce que économiquement, justement, Pezeshkian s'est fait élire là-dessus. Mais pour que ça aille mieux, moi je pense qu'il n'y a pas de choix. Il faut que les sanctions soient levées. Mais pour que les sanctions soient levées, il faut que le gouvernement iranien négocie avec les États-Unis. C'est pour ça que je ne suis pas très d'accord quand vous dites qu'ils ont fait preuve d'intransigeance. Maintenant, on commence à en savoir plus sur les négociations. Regardez ce que dit le ministre des Affaires étrangères Omaneh, qui est furieux. Hein, parce qu'on ne peut pas non plus dire qu'il ne s'était rien passé. Les Iraniens, d'après ce que j'ai compris, parce qu'il y a des gens qui savent tout, qui nous expliquent, voilà, les Iraniens sont intransigeants, il faut se méfier, etc. Les Iraniens ont proposé de suspendre l'enrichissement d'uranium jusqu'à la fin du mandat de Trump. Et qu'ensuite, ils aient le droit d'enrichir l'uranium, alors jusqu'à 20%, qui était sans doute trop pour les Américains, mais pas au niveau militaire qui est 90%. D'après ce qu'on comprend maintenant, je crois que c'est hier, on l'a su, les Américains ont demandé 10 ans de suspension d'enrichissement d'uranium. Ce
Ce qui veut dire, je pense que Trump, il voulait avoir un accord qui soit meilleur celui d'Obama, parce qu'Obama, il avait autorisé l'Iran à enrichir l'uranium. Donc il aurait pu dire à sa population, regardez, avec moi, l'Iran n'enrichit plus l'uranium. Il semblerait que Trump ait dit, ah oui, ils veulent pas, ils refusent, parce que les Iraniens ont refusé cette proposition. Mais bon, c'est des négociations, on n'est pas forcément d'accord. Donc ça a mis 2 ans quand même pour négocier l'accord de 2015. Donc si on pense régler le problème en 3 négociations, je pense que l'on ment. Donc moi, je pense, c'est qu'en fait, est-ce que les Américains voulaient vraiment négocier ? Je me pose la question. Je pense que véritablement non, puisqu'ils ont attendu le premier prétexte pour attaquer. Et on commence à comprendre, je ne suis pas sûr, personne n'a la vérité. Moi, je pense que sous l'influence israélienne et sous l'influence néoconservatrice, notamment Marco Rubio, ils ont vendu à Trump l'idée que l'Iran n'a jamais été en situation aussi faible. Donc en gros, c'est le bon moment pour les attaquer. Donc c'est pour ça que je ne suis pas trop d'accord avec l'idée que les Iraniens ont perdu du temps. Oui, dans un monde parfait. Dans le temps de Trump, c'était trop long en tout cas. Voilà, pour Trump, c'était trop long. Mais bon, on ne peut pas dire non plus que les Iraniens n'avaient rien proposé. Et ils ont besoin d'une levée des sanctions. Donc pour répondre à cette question, je pense que oui, il y a une intransigeance iranienne, mais ceci, vous voyez, c'est facile de dire, de mettre tout. Je sais que c'est un peu la tendance, depuis le massacre de janvier, maintenant tout ce qu'a fait l'Iran, c'est mal. Mais le programme nucléaire iranien, il faut se rappeler, il n'a pas commencé sous la République islamique d'Iran. Il a commencé du temps du Shah. Et deuxièmement, il y a une menace, il y a une perception qui est peut-être exagérée, mais en Iran, la perception d'une menace de l'extérieur sécuritaire, c'est obsessionnel. Mais on peut les comprendre, les Iraniens, de ce point de vue-là. Donc ce que je veux dire par là, je pense quand même que la guerre qui a commencé, s'il y a des responsables, je pense qu'il y a quand même beaucoup du côté américain et israélien qui ont choisi la bonne occasion pour attaquer. Merci Thierry Covely. Jean-Pierre Perrin, après ce qui a été qualifié quand même d'un succès militaire, cette élimination de Khamenei et de quelques-uns de ses principaux lieutenants, maintenant Donald Trump et Benjamin Netanyahou se retrouvent face à un embrasement du Moyen-Orient. Pourquoi le régime iranien a choisi cette fuite en avant ? C'est la seule façon pour lui de survivre ? Alors je crois que d'abord ils sont sous une pression intense. On ne sait plus comment marchent les chaînes de commandement. De toute façon, les chaînes de commandement en Iran sont assez compliquées. Ce n'est pas du tout un pouvoir vertical en ce qui concerne le militaire ou le sécuritaire. Chaque centre de gardiens de la Révolution, donc les forces armées d'élite du régime et la garde prétorienne du régime, ont un fonctionnement autonome. Je ne suis pas certain que le nouvel homme fort du régime soit favorable à un embrasement systématique du Moyen-Orient. Non, ce qu'ils ont voulu faire en déclenchant le feu, enfin sur tout le Golfe, y compris sur le sultanat d'Oman, qui étaient vraiment leurs amis avec... C'était les médiateurs dans les négociations avec les Américains. Il y a une relation étroite entre l'Iran et le sultanat d'Oman, qui est une relation historique. Donc frapper le sultanat d'Oman, frapper Qatar qui quand même est entré en conflit avec l'Arabie Saoudite parce qu'il ne voulait pas rompre ses relations avec l'Iran. Donc ça ressemble à effectivement une sorte de fuite en avant avec, je pense, la volonté, d'une part, de pousser les musulmans à se rebeller contre leurs dirigeants en leur disant, vous voyez, à cause des Américains, eh bien, on en est là. Donc, pousser la population contre ces dirigeants, d'une part, et pousser les dirigeants à dire aux Américains, maintenant, ça suffit, regardez le chaos que vous provoquez, ça va continuer, ça va empirer, donc arrêtez les opérations. Évidemment, c'est un calcul totalement improbable. Et là, on voit quand même la faiblesse de la pensée stratégique iranienne. Il y en a même quasiment pas. On a l'impression qu'ils font des erreurs qui vont forcément se retourner contre eux. Pourquoi ? Parce qu'ils ont déjà une pression intérieure. Une pression extérieure de la part des Américains et des Israéliens. Et maintenant, ils rajoutent la pression des pays du Golfe qui ne vont jamais leur pardonner. C'est faux de croire Est-ce qu'on peut imaginer qu'ils s'allieraient dans une coalition avec Israël ? Je ne sais pas si on ira jusque-là, mais les Émirats, je ne pense pas que ça les dérange. Ils ont déjà des relations sécuritaires très très poussées. Mais surtout, MBS, Mohamed Ben Salman, le prince héritier, mais le dirigeant de facto de l'Arabie Saoudite, ne va jamais accepter ça. Donc, ils vont avoir en plus donc leur plus proches voisins
qui vont être contre eux. Donc à un moment donné où ils sont déjà très isolés. Alors c'est quand même une réflexion stratégique de frapper les pays environnement qui me paraît quand même absolument aberrante d'un point de vue stratégique. Alors, on va regarder tout de suite un extrait justement de Benjamin Netanyahou. Reason that we had to act now is because they were, after we hit their nuclear sites and their ballistic missiles program, you'd think they learned a lesson, but they didn't because they're unreformable. They're totally fanatic about this, about the goal of destroying America. So they started building new sites, new places, underground bunkers that would make their ballistic missile program and their atomic bomb programs immune within months. If no action was taken now, no action could be taken in the future. And then they could target America, they could blackmail America, they could threaten us and threaten everyone in between. So action had to be taken, and you needed a resolute president like Donald J. Trump to take that action. I said it could be quick and decisive. It may take some time, but it's not going to take years. It's not an endless war. Thierry Coville, on vient d'entendre Benjamin Netanyahou qui dit que cette guerre ne sera pas une guerre sans fin. Visiblement, un peu grisé par son succès au Venezuela, Trump s'est dit qu'avec un Iran affaibli, ce serait facile. Est-ce qu'il a mis le doigt dans quelque chose qui le dépasse, dans un conflit qui risque de devenir une guerre sans fin ? Oui, je pense qu'on parlait d'erreur stratégique. Je pense que ce qui a été vendu, entre guillemets, justement, par ceux qui voulaient pousser Donald Trump à la guerre, c'est que l'Iran est affaibli, ce qui est vrai, mais affaibli au point que vous allez voir, ça va être facile. On tue le chef, on tue le guide, ils vont hisser le drapeau blanc, un peu une victoire rapide, et puis pas un changement de régime, mais un régime qui change complètement, etc. Mais on voit que ce n'est pas le cas. Et donc, il y a déjà des morts américains, quand même. Il y a des morts civils iraniens, il y a des morts israéliens. Alors, effectivement, on peut penser, si vous voulez, pour rebondir sur ce que vous disiez, il faut se mettre du côté iranien, si vous voulez, il travaille sur le concept de guerre asymétrique depuis très longtemps. Donc je ne suis pas très d'accord en disant qu'il n'y a pas de pensée stratégique en Iran. On peut la critiquer, mais ils savent, si vous voulez, que militairement... Je dis qu'elle est vous avez dit qu'il y en avait pas. Voilà. Bon, ok, on peut la critiquer. Mais ils savent que militairement, ils ne font pas le poids. Ça, tout le monde le sait en Iran, ils n'ont pas d'avions de chasse de niveau, ils n'ont pas de F-35, etc. Mais ils ont des drones. Ils ont les drones et les missiles, et leur idée, c'est que la guerre asymétrique pour eux, leur idée, c'est si vous voulez, on ne fait pas le point militairement, mais on va donner des coups à l'adversaire assez forts pour qu'au bout d'un moment, ces coups deviennent insupportables pour l'adversaire. Il y a un deuxième élément pour expliquer un petit peu. C'est vrai que le guide Ali Khamenei a fait un discours, je crois que c'est début février, début de négociation, en disant si vous nous attaquez, absolument, parce qu'il savait que l'attaque était là. Si vous voulez, en Iran, moi, depuis la guerre de juin, tout le monde pense, il n'y a pas eu de cessez-le-feu en fait, tout le monde pense que l'attaque peut revenir. Donc il s'y préparait à cette attaque, c'est pour ça qu'on voit ici préparer. Khamenei, pour venir, il dit un discours, si vous attaquez, la guerre serait régionale. Quelque part, ils font ce qu'ils font, c'était annoncé. Et puis troisième élément, je voyais beaucoup de discours, enfin j'ai vu notamment une conférence intéressante, parce que beaucoup de choses sortent en Iran, ça venait plutôt des passes d'Aran qui disaient, notre problème c'est qu'on est devenu trop prévisible. C'est-à-dire là, il prenait l'exemple, vous savez quand Rassem Soleimani, un des chefs d'État a été assassiné. Finalement, on a répondu de manière millimétrée. On a attaqué une base américaine en Irak et on avait prévenu le gouvernement irakien qui a prévenu le gouvernement américain. Là, on a commis une erreur. Il faut qu'on revienne, et c'est effectivement, il y a une part de risque. Il faut qu'on revienne à un côté imprévisible. Et là, effectivement, vous avez tout à fait raison, ils prennent des risques. Mais quelque part, ils luttent pour leur survie politique. Là. Oui. Ils prennent des risques, c'est leurs alliés qui s'attaquent. Il y a la question du pétrole, de l'énergie. Donc on voit quand même, il y a déjà un impact sur le prix du pétrole. On n'en a pas parlé, il y a l'idée de perturber le trafic pétrolier dans le détroit d'Ormuz. Oui. Donc si vous mettez tout ça ensemble quand même, les pertes américaines, les pertes en Israël, la région qui commence quand même à bouger avec effectivement... on en a parlé, si vous voulez, finalement la mort de Khamenei, elle a presque plus d'impact en dehors de l'Iran qu'à l'intérieur de l'Iran. Je voyais au Liban, le Hezbollah, tout le monde disait le Hezbollah ne va pas bouger. Et en fait, ce qu'on entend dire maintenant, c'est exactement ce qui a été dit, avec l'assassinat de Khamenei, c'est une guerre contre les chiites. Alors là, c'est très dangereux. C'est très très dangereux, parce que si jamais il commence à y avoir une composante religieuse dans cette guerre, ça peut être très dangereux pour la région. Donc effectivement, au début, d'ailleurs, il a changé de discours. Je ne sais plus, au début, il avait dit que la guerre, Donald Trump, je ne sais plus, je rappelle, il dit tellement de choses différentes d'un jour à l'autre que c'est pas... J'ai l'impression qu'il ne savait pas trop où il allait au départ et qu'il ajuste. Et maintenant, il dit 3-4 semaines de bombardement, ce qui n'est pas du tout ce qu'on attendait au début. Donc effectivement, on peut penser
effectivement, l'Iran prend des risques et ça conduit avec des tensions avec ses voisins, mais quelque part, on ne peut pas non plus dire que c'est pas le modèle vénézuélien, c'est-à-dire une attaque rapide, le système s'effondre, puis je fais un deal avec quelqu'un qui remplace, qui veut des bonnes relations avec l'Occident, etc. Ou quand même, ce qu'il a vendu, excusez-moi, ce qui est presque scandaleux, c'est-à-dire il a quand même dit au début, le premier discours de Trump, excusez-moi, il est quand même occidental, il nous représente quelque part, donc on va bombarder l'Iran pendant, oui, il a dit 3 semaines, et puis on préviendra les Iraniens quand ils pourront sortir. Alors ça, on va en parler dans la dernière partie. Oui, d'accord, mais donc effectivement, là maintenant, il revient à un discours un petit peu différent. C'est bon, là maintenant, c'est 3-4 semaines de bombardement et on a l'impression qu'il ne sait pas trop où il veut aller. Oui, ce que je voulais vous dire, ça rejoint un peu ce qui a été dit, mais justement, il compte déjà la plus grande erreur de la République islamique pendant ces dernières années. Et là, je reviens à ce que dit Thierry Coville, c'est que malheureusement, l'Occident et surtout l'Europe n'a pas aidé. C'est qu'à chaque fois qu'il y a eu une ouverture où on pouvait espérer quelque chose, ça c'est les sanctions. Netanyahou, précisément, qui ne voulait absolument pas. Netanyahou ne veut pas que la République islamique... Ils ont carrément parlé du changement de régime. Haaretz, qui est un quotidien de gauche éminemment, absolument... Il a, je ne sais pas combien, je n'ai pas les chiffres en tête, il a écrit un article bien avant la guerre, combien Netanyahou avait investi pour lancer le petit chat pour un changement de régime. Tout ça, ça a marché à un moment, les scènes de liesse qu'on a vues, les royalistes à l'extérieur, etc. En revanche, ce que la République islamique n'a pas fait, il n'a malgré tout, il n'a rien fait, il fait la guerre à l'extérieur, il a fait la guerre à sa propre population. Néanmoins, il pense, comme l'a dit Jean-Pierre Perrin, il pense retourner la rue arabe, mais il pense également que les Iraniens vont se retourner. Et ça commence. J'ai commencé par vous dire ça au début. Depuis 3 jours... Les Iraniens sont pris entre les balles du régime et les bombes des Américains et des Israéliens. Les Iraniens, d'abord, ils ne font pas confiance, malgré tout ce qu'on veut dire, bravo Trump. Quelle population le dit? Les Iraniens ne font pas confiance aux États-Unis. Depuis Mossadegh, depuis le coup d'État contre Mossadegh, ça reste dans l'imaginaire iranien que les États-Unis, de toute façon, et les Anglais, ne nous veulent jamais du bien. Maintenant, avec les bombes, moi j'ai vu ça en espace de 3 jours. Et je vais vous dire juste un exemple, après je m'arrête. Quand je suis allée en Iran, à chaque fois que je leur demandais le drame de Gaza, on me disait surtout ne me parle pas des Palestiniens, on n'en a rien à fiche, tout part chez d'autres argent par là-bas. Au bout de 3 jours de guerre, de 12 jours, quand on voulait traverser 300 km et qu'il y avait 10 heures de bouchons, presque 6 à 8 heures pour 300 km, j'entendais dans les bouchons dire voilà, ils veulent nous préparer le nouveau Gaza. Maintenant, avec les destructions, quand je vois les destructions, je n'ai pas envie de parler de mes états d'âme, mais beaucoup d'Iraniens à l'étranger, alors je ne parle même pas de l'Iran, on dort parfois 2-3 heures par nuit. Maintenant, déjà en espace de 3 jours, vous savez l'opinion publique à quel point elle est versatile partout dans le monde, et surtout pendant les périodes de terreur comme ça. Ils pensent également, à juste titre, que les Iraniens ne viendront pas derrière eux. J'ai dit la fracture était totale avec ce régime. Mais ils viendront faire bloc pour l'Iran. Il y a vraiment un patriotisme iranien sous-estimé par toutes les parties à l'extérieur et, je veux dire, les oppositions à l'extérieur et surtout M. Netanyahou. Il se fourvoie totalement et il ne faut pas... Il ne faut pas se leurrer. Le petit chat, autant il y avait une vraie sympathie pour l'époque royale, pour Mohammad Reza Pahlavi. Vous parlez du fils du chat de Reza Pahlavi. Je dis le petit chat, oui, le prince Pahlavi. Lui, il ne fait pas le poids. J'ai vu des disputes dans des familles royalistes, purement royalistes. De mes yeux, je l'ai écrit dans mon livre. Il y a eu des disputes quand ils ont dit depuis qu'il est avec un criminel de guerre, il trahit son propre père et son grand-père. Vous voyez, donc il ne faut pas sous-estimer tout ça. Et les mots-là comptent là-dessus. Jean-Pierre Perrin, vous voyez la population se souder derrière le régime avec ce... Régime, non.
ou derrière l'Iran, ou derrière une idée nationale face à cette agression. Vous croyez que le régime peut tenir combien de temps Pour le moment, l'Iran, c'est pas Gaza. Hein, je veux dire, Gaza, c'est la destruction systématique. Oui, là, on a l'impression de frappe un peu plus ciblée tout de même. De toute structure. Et pas seulement, c'est frappes sur les civils, là, on n'en est pas là. On a quand même des frappes qui sont ciblées. Alors, il y a toujours dans les frappes ciblées, évidemment, le risque de dégâts collatéraux. Mais 2 hôpitaux quand même, Jean-Pierre. Oui, d'accord. Non, mais on est à l'échelle d'un pays. Je ne dis pas que c'est bien de frapper les hôpitaux, mais pas du tout. Je dis que c'est surtout ne pas faire de comparaison avec Gaza. Non, mais la perception des Iraniens, je parlais de la perception des Iraniens. La perception des Iraniens, elle n'est pas encore là. Non. Moi, j'ai pas beaucoup de témoignages parce que les communications sont extrêmement difficiles. J'ai eu simplement ce matin 2 contacts téléphoniques avec une mère et une grand-mère. La grand-mère, elle exultait, elle était folle de joie. Pourquoi ? Parce que, évidemment, sa mémoire lui rappelait la période où ça allait mieux. Bon, voilà. Et puis, quant à la fille, elle s'est déclarée, quant à la mère, de famille, elle s'est déclarée effectivement terrorisée, mais c'est pas pour autant qu'elle regrettait ce qui se passe. Donc, alors, c'est très fragmentaire. Ce sont 2 seuls témoignages. Je pense qu'on peut trouver des témoignages qui disent le contraire, mais c'est pas aussi simple que ça. C'est pas noir et blanc. Bien sûr. Et je pense pas du tout que pour le moment... Non, j'ai dit si ça continue, ça peut devenir. Alors, évidemment, s'il y a une multiplicité de bavures, ça peut éventuellement changer, mais après le massacre des enfants, n'oubliez pas ça, le massacre, parce que dans une frappe, même si elle est étrangère, ça reste accidentel quand vous frappez l'immeuble d'habitation à côté. Là, ce que le régime a fait, c'est qu'il a tué, y compris des adolescents, y compris des gamins de 12 ans. Bien et sûr. ça, il l'a fait volontairement. Je l'ai dit, oui, bien Donc, sûr. on n'est pas sur la même échelle. Alors évidemment, l'étranger a toujours plus mauvaise presse mais je crois que le seuil de rupture avec le régime est atteint. Oui, absolument. Et il ne sera pas pardonné. Non, les jamais. 20 000, moi je ne vais pas jusqu'à 30 000, mais admettons. 10 000 de trop déjà. Oui, je crois que c'était... alors, quelles que soient les pertes, il ne sera jamais pardonné ce crime qui est tout simplement, qui sont des crimes contre l'humanité. Bien sûr. Voilà. Mais il y a un crime contre la paix également, hein, vous le savez mieux que moi, dans le tribunal de Nuremberg, le premier crime inscrit après 1945, c'est crime contre la paix. Il y a eu quand même crime contre la paix, contre Gaza, crime contre la paix, contre l'Iran. Il y avait d'autres moyens, Jean-Pierre. Il y avait absolument d'autres moyens pour mener ce régime à genoux et traîner, monsieur. J'y crois, hein, peut-être que je reste encore très naïf. Alors, on va continuer avec un extrait de... Vous parliez tout à l'heure de la déclaration de Donald Trump, Thierry Coville. Voilà, je vais pas dire. On va regarder tout de suite l'extrait, justement, où Donald Trump s'adresse au peuple iranien. Finally, to the great, proud people of Iran, I say tonight that the hour of your freedom is at hand. Stay sheltered. Don't leave your home. It's very dangerous outside. Bombs will be dropping everywhere. When we are finished, take over your government. It will be yours to take. This will be probably your only chance for generations. Thierry Coville, je vous redonne la parole parce que vous étiez scandalisé tout à l'heure par ces propos. Qu'est-ce que ça vous inspire ? C'est quasi colonial, c'est néocolonial. C'est-à-dire, c'est quoi ces propos ? Donc, il agit en dehors du droit international. Enfin, je peux le répéter parce qu'il y a un certain nombre de gouvernements, dont malheureusement le gouvernement français, qui ont du mal à le dire. Heureusement, l'Espagne, la Finlande, la Norvège sauvent l'honneur. Est-ce que c'est très compliqué de dire que cette attaque, si vous voulez, ça n'excuse pas il y a la question du massacre de janvier, mais là, cette attaque, elle est contraire au droit international. Donc, et puis c'est le propos, je veux dire, qu'est-ce que ça veut dire ? Donc, premièrement, vous restez, mais je veux dire, quand tu vois le niveau d'éducation en Iran, un type qui leur parle comme ça, je veux dire, donc vous restez, parce que c'est dangereux. Ah oui, ils n'ont pas compris que c'était dangereux. Et puis on vous prévient quand vous pourrez sortir. Puis bon, alors là, on reste un petit peu vague, donc vous pourrez sortir. Bon, est-ce qu'il y aura quand même, ce qui s'est passé en janvier, les forces de sécurité seront toujours armées ? Je sors dans la rue, je risque pas de me faire tuer, mais c'est Donald Trump qui aurait prévenu, donc il faut y aller, quoi. Et le même Donald Trump je rappelle quand même aussi, peut-être qu'un certain nombre d'Iraniens n'ont pas oublié, c'est que quand il y a eu les manifestations, il a quand même dit aux Iraniens, sortez dans la rue. L'aide arrive. Hein. Et on arrive, et il y a des Iraniens qui l'ont cru, et qui sont sortis dans la rue, et qui se sont fait tuer. Justement, vous pensez qu'il ressortirait là, quand Trump donnera l'appel pour... Je pense qu'il faut être très prudent.
juste pour information, parce qu'il y a des gens qui savent tout sur l'Iran, mais il y a beaucoup de débats en Iran. Pour ceux qui s'intéressent en Iran, il y a une chaîne d'information incroyable qui s'appelle Canal Azad, qui fait beaucoup de débats. Et il y avait un jeune Iranien, il a dit quelque chose de très vrai. L'Iran est un pays complexe. Et tous ceux qui nous arrivent avec des solutions binaires ont faux. Ouais. Donc c'est vrai, je pense qu'ici, ce serait bien, alors vous ne faites pas ça, mais dans les médias, de garder ça en tête, c'est un pays complexe. Effectivement, pour répondre à votre question, le Shah, ils en parlaient, il a eu un regain de popularité. Alors d'où ça vient ? Je pense que les gens sont tellement furieux, après notamment ce qui s'est passé en janvier, avec la crise économique, donc il ne faut pas oublier, créée par les sanctions, le problème de légitimité, et donc l'idée, en fait, il n'y a plus d'opposants à l'intérieur du système en fait identifié. Le seul opposant, il est à l'extérieur de l'Iran. Donc je pense que les gens sont sortis, c'était plutôt de la rage, du désespoir. On a quelqu'un, en gros, à qui on peut se raccrocher. Mais si vous voulez, le passage, c'est là que je me pose problème, je n'ai pas la réponse, mais le passage à, oui, on va tout bombarder, on va tout casser, et puis ensuite il y a une belle démocratie, et puis alors, donc c'est sans doute, les monarchistes nous disent que voilà, c'est Reza Pahlavi qui va arriver, qui va sans doute instaurer, alors on ne sait pas trop, la démocratie, une monarchie constitutionnelle, ce sera au peuple iranien de choisir, mais entre les deux, il se passe quoi ? Enfin, les Iraniens, ils ont quand même pas bête, ils ont vu tout ce qui s'est passé en Irak, en Syrie, ne parlons pas de la Libye, donc on leur dit que voilà, il va y avoir la guerre, puis une belle démocratie, et surtout, c'était un professeur iranien qui disait ça, il n'y a pas une seule intervention étrangère depuis des centaines d'années en Iran, ne parlons pas des interventions étrangères des Alliés pendant les 2 guerres mondiales, qui n'ait pas été un coût élevé pour l'Iran. Donc, il va y avoir un coût élevé pour le pays, c'est évident, coût économique, coût humain surtout. 2, que ça va se transformer en démocratie, on n'en sait rien. Et ce que je vois apparaître, bon, j'incite tous les gens, si ça les intéresse, il y a eu un excellent article de The Economist, qui n'est pas plutôt sympathique pour la République islamique d'Iran, qui dit qu'un risque qu'il voit élevé dans cet article, c'est le risque de guerre civile. Oui, je l'ai. Donc, si vous voulez, il faudrait qu'on arrête, qu'on se pose un peu des questions sur ce... Tout d'un coup, je vois malheureusement, certains politiciens français sont d'enthousiasme pour la guerre, puis tout va être réglé. Guerre égale démocratie, puis surtout démocratie pro-occidentale. Je ne veux pas trop compliquer les choses, mais l'Iran a toujours une obsession vis-à-vis de la menace extérieure. Je veux dire, qu'est-ce qu'on ferait s'il y avait un régime laïque, on va dire, une démocratie, mais il commencerait à se dire, ce serait bien quand même, on ait une force de dissuasion. Je veux dire, ce serait bien qu'on ait des missiles. Pourquoi dans la région, il y a un pays, Israël, qui n'a pas signé le traité de non-prolifération, donc eux, ça va, ils peuvent avoir l'arme nucléaire. Bon, les autres, quand même, qui ont des problèmes de dissuasion, des problèmes de défense. Donc, c'est pas aussi simple de nous vendre qu'on va avoir une démocratie pro-occidentale. Déjà, je pense que c'est négliger toutes les incertitudes qui sont liées au passage guerre-démocratie. Fariba Ashrafi, vous y croyez, vous, au changement de régime ? Est-ce que vous avez l'impression qu'il serait possible que les Iraniens avec lesquels vous êtes en contact réfléchissent à s'organiser Avec qui ? Écoutez, le pouvoir, c'est au bout des baïonnettes. Pour l'instant, c'est eux qui tiennent encore. S'il doit y avoir un changement de régime, il va y avoir un passage. Moi, j'ai toujours cru, même sans la guerre, je pensais... Toujours, depuis à la fin de Ali Khamenei, les larmes de Dieu, j'ai toujours cru qu'il va y avoir un passage militaire. Et je crois, comme je ne crois pas un instant que M. Netanyahou ni M. Trump pensent à la population iranienne, tout a été dit, je ne veux pas répéter, je suis entièrement d'accord, il a été poussé, Trump, à faire cette guerre. Netanyahou veut absolument finir avec tous, avec tout le monde. Il veut tuer tout le monde, tous les anciens, tous les... Oui, mais ça fait des années qu'il est obsédé par cette question. Absolument, c'est-à-dire tous les gardiens de la révolution on tue la base Et il n'en a rien à fiche, on l'a vu à Gaza. Il y a quand même 20 000 personnes qui sont... 20 à 30 000 personnes qui sont la base de ce régime. Donc moi je pense que quoi qu'il arrive, il va y avoir un passage avec les militaires. Comment, je ne sais pas. Je ne suis pas devin, je ne suis pas spécialiste des problèmes militaires. Et je pense que Netanyahou, pardonnez-moi, Trump, son idéal serait ça. Parce qu'il a plusieurs fois dit des gens, un changement de l'intérieur, etc., etc. Je ne crois absolument pas que l'armée... On parle de l'armée régulière, mais d'abord, ils ont Khamenei, je l'écris dans mon... C'était incroyable, c'est ce qui fait Jinping maintenant, c'est qu'il
systématiquement, il changeait les têtes de l'armée, systématiquement, dès qu'il soupçonnait quelqu'un. Donc l'armée régulière, il ne faut pas croire que l'armée régulière, même s'ils ont des rivalités avec les gardiens de la Révolution et qui sont les héros de la guerre Iran-Irak, parce que c'était une armée formée beaucoup plus que les gardiens de la Révolution qui sont formés depuis, il ne faut pas croire non plus que l'armée est un bloc qui va venir derrière Reza Shah, le petit Reza, Prince Reza, enfin, on peut l'appeler comme on veut. Je pense, mais je peux avoir totalement tort, je ne suis pas spécialiste, mais quand vous parlez des gens de l'intérieur, en revanche, je rejoins ce que dit Thierry, c'est qu'il y a des intellectuels, c'est qu'il y a des gens en prison, c'est qu'il y a des défenseurs de droits humains, c'est qu'il y a des avocats admirables, c'est qu'il y a une société civile admirable qui pourrait effectivement jouer un rôle absolument importante derrière dans cette phase de transition. Cette phase de transition, moi personnellement, je ne la vois pas avec Reza Pahlavi pour diverses raisons, notamment son accointance avec Israël. Mais c'est tout. Il a fait 200 000. Il a réuni 200 000 personnes à Berlin, quand même. Hein. Moi, je suis journaliste, donc je ne prends pas parti ni pour les uns, ni pour les autres. Je suis simplement observateur. Je remarque simplement qu'il était quasiment inconnu, parce qu'il ne se manifestait pas non plus beaucoup, avant le mouvement Femmes Liberté, donc les précédentes manifestations. Et pourquoi ? Qu'il est apparu à ce moment-là, et que depuis, quand même, sa cote de popularité... Vous pensez par défaut, en absence de figure d'opposition, c'est lui qui occupe le vide. Il y a tout l'argent. 200 000 personnes à Berlin, quand même. Mais il y a tout l'argent de Netanyahou derrière. Ils ne sont pas venus pour toucher des chèques à Berlin. Non, mais enfin, avec des drapeaux israéliens, ça veut dire quoi ? Enfin, pardonnez-moi. Mais je veux dire... Ne pensez pas que je soutiens en quoi que non, ce mais soit. 200 000 personnes, c'est quoi par rapport à 80 qu'il y avait 200 000 personnes. 200 000 personnes, c'est quoi, Jean-Pierre, par rapport à 90 millions d'Iraniens ? Enfin, écoutez... 200 000 personnes à l'étranger, c'est pas... On ne parle pas de 90 millions. Alors, de toute façon, Donald Trump a dit qu'il avait une petite idée de qui sera la personne. On ne sait pas s'il a réellement une idée ou pas, mais il a dit qu'il ne pensait pas à Reza Pahlavi. Est-ce que quelqu'un, Thierry Coville évoquait l'option de quelqu'un qui viendrait du Sérail, qui vient du régime, un peu sur le schéma vénézuélien, mais différemment. Est-ce que quelqu'un comme Larijani, c'est quelqu'un qui pourrait être acceptable pour les Américains et qui serait prêt à discuter avec eux pour retrouver un modus vivendi ? Il a beaucoup de sang sur les mains. Alors ça, je ne dis pas que ça gêne Trump, hein, pas du tout, mais ça peut gêner quand même beaucoup les Iraniens. Il a beaucoup de sang sur les mains, c'est lui, normalement, en sa qualité de président du Conseil suprême de défense de ce qui a ordonné, voire encouragé la répression sanglante des manifestations de janvier, mais en même temps, c'est un pragmatique finalement, même s'il est un dur parmi les durs. Pragmatique pourquoi ? Parce qu'il a beaucoup encouragé l'accord sur le nucléaire de 2015. Il l'a fait dans la coulisse, mais il était quand même là. Il a convaincu le guide sans doute d'avoir accepté cet accord. Et donc il a ce côté pragmatique, et il est intelligent, il est malin. Alors je ne sais pas s'il sera acceptable pour Donald Trump, ça c'est un autre problème. Et surtout, je ne sais pas si lui, qui est quand même un des piliers du régime, voudrait se compromettre dans des négociations avec Trump. J'en ai pas Non, je pense que Trump, soit il ne pense à personne, ce qui est possible, il a dit ça comme il dit parmi tant d'autres choses, soit effectivement il a des gens en tête, mais personnellement je ne vois pas le grand qui c'est. continent qui a évoqué le nom de Larry Kane. Je veux dire juste un mot. Pardon. C'est un scénario possible. Si vous voulez, je pense que j'ai été économiste, j'ai fait des prévisions, et je sais que ce qu'on sait, qu'on apprend quand on fait des prévisions, c'est qu'on se trompe 9 fois sur 10. Donc je pense que déjà, bien comprendre la situation actuelle, c'est déjà pas mal. Et puis laisser les gens ensuite. Bon, je pense qu'actuellement, pour un certain nombre de raisons, on l'a vu, je crois, Ali Larijani, je pense que c'était des faux. Des rumeurs, il y a un article dans le New York Times qui est sorti comme disant qu'il aurait proposé aux Américains de négocier, parce qu'ils essayent de montrer qu'il y a je pense certains essaient de montrer qu'il y a des dissensions dans le régime. Ouais. Il a fait un tweet disant, c'est pas possible, quand on voit la façon dont les dieux résonnent, on le parle depuis le début, de négocier aujourd'hui avec les Américains. Par contre, personne ne sait comment la guerre va évoluer. Est-ce que ce qui n'est pas possible aujourd'hui, pour un certain nombre de raisons, chacun pourra dire que, vous voyez, bon, moi j'ai bien résisté, et Donald Trump pourra dire, regardez, j'ai éliminé Ali Khamenei, le système a changé, etc. Donc peut-être dans le futur. Et c'est vrai qu'il a un profil de dur des durs, mais également un profil diplomatique. C'est-à-dire qu'il connaît, il a quand même... il est connu des Occidentaux grâce il a quand même... C'était lui il comprend le monde. si vous voulez,
un docteur en philosophie. Voilà. Ouais, non, mais je veux dire, il y a monde. un remarquable documentaire de la BBC sur la période des négociations sur Ahmadinejad, et on voit son rôle, et c'est quand même quelqu'un de malin, intelligent, et un vrai pragmatique, un vrai négociateur. Donc, ayant dit ça, vous avez tout à fait raison, il y a aussi la population iranienne. Donc je pense que, si vous voulez, en parlant, ce que je vois de l'Iran aujourd'hui, c'est un peu le drame de l'Iran. Vous avez... je pense que ce que la République islamique d'Iran, ce qu'on peut mettre quand même à son crédit, c'est l'élévation du niveau d'éducation de la population depuis la Révolution, et notamment des femmes. Et je pense que ça change tout dans une société. Donc vous avez une société éduquée, qui a des valeurs modernes, qui veut la démocratie et l'état de droit, et on trouve ça dans tout l'Iran. Même au Baloutchistan, au Kurdistan, cette modernisation, on la voit. Et cette population vient d'en parler, elle rejette le système politique actuel, elle voudrait la démocratie et l'état de droit. La question peut-être, où sont les Européens? On n'en a pas encore parlé dans cette affaire, c'est quand même assez pathétique quelque part, je veux dire, on n'est même pas capable de condamner. Ils sont aux abonnés absents. Mais non, même pas aux abonnés absents, on n'est même pas capable de dire que les Américains et les Israéliens, on pourrait nous faire le service minimum, ne respectent pas le droit international. Comment faire? Et bon, c'est une question, mais ce n'est pas nouveau. Comment faire pour avoir, comme c'est très bien dit, une transition? On entend beaucoup cette expression en Iran, un changement. Alors, et je pense que la solution, il ne faut pas indiquer, parce que c'est vrai, c'est ça le problème avec les opposants. Moi, je ne suis pas iranien non plus, donc, mais ça doit venir d'Iran. En Iran, s'il y a une société qui est prête pour la démocratie, elle est là. Comment faire pour que ce changement se déroule sans trop de casse, en gardant les structures économiques actuelles? On sait que quand il y a un changement d'ordre, qu'on passe à un ordre politique ancien à un ordre politique nouveau, regardez l'URSS, regardez l'Irak, ça peut être très très déstabilisant. Comment faire pour accompagner ce changement le mieux possible? Et je pense que la question de l'économie est très importante. Absolument. Donc, si vous voulez, comment vouloir construire une démocratie? C'est pour ça qu'on en revient au caractère, moi je pense, scandaleux, en tant que citoyen, des sanctions américaines. On pousse des gens dans la rue. Je pense que comment faire pour arriver que cette population, il y ait des accords en interne? Alors ça, bon, c'est pas mon problème, mais ça reste possible. Moi, je suis surpris, après un tel massacre, un tel traumatisme, je vois des gens en Iran en parler et dire qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut trouver, etc. Effectivement, alors, il y a des sanctions qui sont partisans du Shah, il y a des gens qui disent pour la monarchie constitutionnelle, des républicains, mais comment peut-on faire pour faire un passage? Jean-Pierre Perrin, qu'est-ce que vous en pensez, vous? C'est possible? On a l'impression, sans figure de l'opposition, que, en fait, ça menait... En effet, il y a une société civile qui est éduquée, qui est mobilisée contre le régime, mais on a l'impression que ça ne mène nulle part sans figure de l'opposition. La situation, à la veille de l'attaque israélo-américaine, était complètement bloquée. Elle était d'ailleurs complètement bloquée avant la guerre des 12 jours. Elle est complètement bloquée depuis des années. Et tout simplement parce qu'il y a... Au sein du régime, il n'y a pas de volonté de se passer de ce régime qui est verrouillé par le système du magistère suprême du guide. Donc, je crois que le pays était dans une impasse. Je pense qu'il est toujours dans une impasse, que sans doute les frappes ne vont peut-être pas casser le régime, mais je pense quand même néanmoins que le régime est en phase terminale. Est-ce que vous pensez que même si on peut contester la légalité de cette intervention, elle peut déclencher un processus qui mènera à un changement? Tout dépend comment elle sera menée. Je pense que il peut y avoir... l'invasion américaine de l'Irak s'est terminée par une catastrophe complète. Voilà. Au départ, les gens étaient très très contents. La majorité chiite de l'Irak était très très contente, en tout cas, de l'invasion américaine. Ce qui après, elle a été extrêmement mal gérée. Toutes les erreurs possibles ont été commises. Donc on arrive à cette situation-là. Donc pour l'Iran, je crois que tout est encore jouable, mais tout dépend comment l'attaque israélo-américaine. Non, moi, ce qui m'inquiète beaucoup plus largement, c'est que je décèle dans la volonté israélienne la volonté de briser l'Iran en plusieurs morceaux. Voilà. Comme ils le font en Syrie, comme ils le font au Liban, comme ils le font en Irak, comme ils le font dans tout le Moyen-Orient, pour n'être que le seul État véritablement constitué, costaud dans la région. Alors ça sera le mot de la fin, malheureusement, parce qu'on arrive au terme de cette émission. Merci beaucoup à vous tous de nous avoir suivis, et vous retrouvez la semaine prochaine Philippe Gély pour un nouveau Club International.